Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Aude Billard, la directrice du laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Cet épisode a été enregistré à distance et nous avons malheureusement rencontré un problème de micro, ce qui compromet donc un peu la qualité de l'audio. Je m'en excuse et vous souhaite néanmoins une très bonne écoute. Alors bonjour Aude, bienvenue sur Instant Cactus, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Pour commencer et pour planter le décor, je vais vous laisser vous présenter puis raconter un petit peu votre parcours dans les grandes lignes. Oui, merci. Alors, mon nom complet, c'est Aude Billard et je suis professeure ordinaire à l'EPFL. Je suis née d'un papa italien et d'une maman française qui se sont rencontrés à Lausanne. J'y ai fait mes études, mes premières études jusqu'au gymnase, puis ensuite je suis allée à l'EPFL. J'ai étudié la physique, bachelor et master. J'ai eu une petite passion pour la physique des particules, donc j'ai fait une spécialisation au CERN. Et puis après ça, je suis partie à l'université d'Édimbourg, qui était une des seules universités au monde qui donnait un cursus en intelligence artificielle. J'y ai fait mon doctorat en 2 ans et demi. Et puis après, j'ai eu la chance d'obtenir un poste en Californie, où j'ai été nommée en fait à professeur assistante. Puis en 2003, je suis revenue à l'EPFL au travers d'un programme qui était financé par le Fonds national de la recherche scientifique, qui cherchait à ramener en fait les cerveaux étrangers, les cerveaux suisses qui étaient expatriés. Pour moi, c'est un rendez absolument à pic puisque je souhaitais fonder une famille et qu'il me semblait naturel de l'avoir en Suisse. Donc je suis revenue avec plaisir à l'institution où j'avais fait mes premières études et au pays qui m'avait accueilli en tant qu'enfant. Donc comme ça, j'enchaîne sur la question suivante. Donc vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle qui est appliquée aux robots, la dite intelligence artificielle étant basée sur le machine learning, vu que ce sont des termes peut-être un peu étrangers pour certains des auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que je peux vous demander un petit point de vulgarisation pour qu'on comprenne un peu mieux avant d'aller de l'avant ? Oui, volontiers. Alors, l'intelligence artificielle, ça regroupe en fait l'ensemble des compétences qui seraient dites d'intelligence chez une machine. Donc, ça va de l'apprentissage, de la capacité de raisonner, à la capacité de prendre des décisions. Et donc, évidemment, c'est une définition qui évolue à mesure que l'on évolue dans les compétences qu'on arrive à donner à la machine. Le machine learning, c'est un petit peu plus spécifique. On pense essentiellement à l'heure actuelle à des algorithmes mathématiques implémentés sous forme de programmes d'ordinateur qui peuvent faire un apprentissage de données et des fonctionnalités très restreintes. Je vous donne un exemple, la capacité de classifier des données. Je peux classifier tous les spams et les pas spams. Voilà, il n'y a pas derrière l'idée d'avoir tout ce concept d'intelligence qui est le raisonnement, faire le tri, décider, etc. Qu'on attribue pour l'instant plus à l'intelligence artificielle. D'accord. Donc le machine learning fait partie de l'intelligence artificielle. C'est une des sous-composantes. Et vous parlez d'algorithmes, justement, vous êtes à la tête du laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage de l'EPFL. Alors, je voulais vous demander en fait quelle était la mission ou les missions de ce laboratoire et puis quelles étaient les applications pratiques de vos recherches à l'heure actuelle. Alors, la mission principale de tout laboratoire de l'EPFL, c'est de faire de la recherche et de l'enseignement lié à sa recherche. Alors, la recherche que nous faisons, elle est en intelligence artificielle appliquée aux robots, et puis il y a le terme apprentissage que je souhaitais mettre dans le nom du laboratoire. Mais c'est l'apprentissage, bien entendu, des machines. C'est pas l'apprentissage des humains, quoi qu'on apprend beaucoup au contact des machines. Donc, c'est bien le développement d'algorithmes qui permettent à une machine et à un robot d'apprendre. Nous souhaitons développer des algorithmes qui permettent à la machine d'acquérir de l'information et non pas de développer un algorithme qui acquiert de l'information. Vous voyez, il y a une subtilité derrière. On s'intéresse à la compétence même de ce qui nous permet d'acquérir de l'information.
Et ces compétences-là, concrètement, s'appliquent dans quel domaine, dans quel secteur? Est-ce que c'est large ou est-ce que c'est dans un champ d'application particulier? Alors, nous avons un champ d'application particulier qui est la robotique, donc avoir des robots, des machines physiques qui existent dans le monde avec parfois des bras, des jambes, en tout cas la capacité de se déplacer et avoir des capteurs. Donc c'est vrai qu'il y a une application à la robotique, mais il nous arrive très fréquemment de aussi développer des algorithmes fondamentaux qui sont ensuite réutilisés par d'autres collègues, que ce soit pour l'application à la vision, à l'audition, ou bien nous travaillons aussi avec des industriels pour des applications qui leur appartiennent. Vous disiez «nous», évidemment, vous n'êtes pas toute seule. Comment se compose le laboratoire? J'imagine que vous avez une équipe, qui travaille avec vous? Oui, j'ai la chance d'avoir des chercheurs fantastiques avec moi. Alors le nombre varie, mais c'est généralement une vingtaine, ça va de 20 à 25. Il est composé d'environ 10 à 12 doctorants, donc de personnes qui font une thèse. Nous avons 5-6 post-doctorants, ce sont des gens qui ont déjà eu une thèse, généralement ailleurs, et qui viennent dans mon laboratoire pour se perfectionner, pour faire un post-grade avant de potentiellement devenir professeur ou d'obtenir un travail relativement haut placé dans l'industrie. Et puis nous avons aussi des étudiants qui sont des étudiants de master qui font encore partiellement leur cursus ou qui sont en fin de cursus, ainsi que des visiteurs et des stagiaires. Et en termes de parité, je pose la question, mais la présence des femmes au sein du laboratoire? Ah, ça c'est toujours c'est la partie difficile, c'est la partie qui me désespère un petit peu. Alors, elle est pas la répartition, elle est d'environ 20%. Ça veut dire que j'ai et même un petit peu moins. Là, juste en ce moment, nous avons 3 jeunes filles pour, comme je l'ai dit, pour 20-25 personnes, donc on est même en dessous, on est à 20% à peine. Ça a été un peu un continuum. Évidemment, dès qu'il y en a une qui part, vous voyez bien que les pourcentages changent drastiquement. Une ou deux, puis quand je dis elles partent, c'est qu'elles graduent ou elles vont faire un autre métier. Et après, il faut en réengager. Et bien sûr, nous en avons très peu qui postulent. Et ça, c'est juste un fait de la répartition à l'heure actuelle des genres dans le domaine qui m'est propre. En intelligence artificielle, comme en robotique, la proportion des jeunes filles est faible. Elle est déjà faible à l'entrée. Ici, pour les cursus qu'on a à l'EPFL en microtechnique et en mécanique, qui sont les cursus principaux pour faire de la robotique, leur proportion n'est pas plus élevée que les nombres que je viens de vous évoquer. Donc vous imaginez bien que parmi celles-là, toutes ne vont pas venir faire un doctorat, donc on en perd déjà. Heureusement, on gagne quelques-unes qui viennent de l'étranger. Ensuite, nous avons beaucoup de pays étrangers qui nous envoient des étudiants, mais certains de ces pays ne favorisent pas l'éducation des femmes ou ne favorisent pas le renvoi à l'étranger. Je pense notamment à l'Iran, qui est un des pays principaux qui nous envoie des doctorants, mais malheureusement la fraction des doctorants est bien plus faible, qui viennent d'Iran que doctorants, en tout cas dans le domaine. Donc voilà, ça c'est la difficulté. Et puis ensuite au niveau du postdoc, ça devient aussi de plus en plus difficile puisque c'est l'âge où elles ont des enfants et parfois certaines décident de faire une pause et c'est difficile de faire une pause en sciences. C'est difficile vraiment d'ensuite avoir un CV qui soit compétitif. Donc là, ça rend plus difficile de pouvoir revenir. Donc tous ces facteurs-là font que ces difficultés étaient connues en fait il y a 20 ans. Et je désespère parce que, en tout cas, à mon niveau, dans mon domaine, je ne vois pas d'amélioration. Vous pensez que c'est lié à l'attractivité, enfin voilà, qui est mise en place peut-être par les universités et les écoles polytechniques fédérales? Enfin, est-ce que c'est lié en fait à l'attractivité des programmes ou à la façon dont c'est communiqué? Ou c'est vraiment ces différents, obstacles que vous citiez en cours de parcours où on perd en fait des femmes en cours de route? Oui, mais je pense que c'est lié à la société, de manière générale. C'est la vision, peut-être les centres d'intérêt aussi des jeunes filles, leurs choix, et puis les choix qui sont imposés par la société. Il est vrai qu'il est difficile quand même, ça reste toujours difficile d'avoir des enfants et d'avoir une carrière. En même temps, en Suisse, ça peut être un peu moins difficile dans d'autres pays, mais ici, ça reste difficile. Ça fait qu'il faut être une vraie battante, qu'il faut être capable de travailler beaucoup d'heures. C'est le «you can do it all», mais qui est difficilement applicable Voilà, ici. exactement. Ouais. Donc ça c'est certainement vrai pour les personnes en Suisse. Puis ensuite, comme quand on est scientifique, ça veut dire se déplacer, quitter son pays, aller vivre ailleurs. Et pour une jeune femme, c'est plus difficile de le faire sur le long terme, parce qu'il arrive un âge où on a peut-être envie, comme j'ai eu la chance de le faire, c'est-à-dire de revenir à la maison
de revenir proche de ses parents, surtout si on veut fonder une famille. Donc il y a aussi ces facteurs-là qui vont peut-être créer une pression plus grande sur les femmes que sur les hommes encore à l'heure actuelle. Mais j'ai espoir qu'avec des congés paternité de plus que 2 semaines, on améliore la situation. On progresse gentiment. Et vous le disiez, vous avez eu la chance, entre guillemets, de pouvoir revenir en Suisse, vu que c'était votre projet, puis que voilà, les circonstances ont fait que ça a été possible. Concernant, on va dire, la fuite des talents, parce que vous-même étiez un talent qui est parti, qu'est-ce qui l'explique d'après vous? Est-ce que c'est qu'il y a des manquements en Suisse ou qu'au contraire, la situation est tellement plus attractive à l'étranger qu'on perd beaucoup de talents, peu importe le domaine, mais dans le vôtre en particulier? Dans les domaines scientifiques dont je fais partie, c'est pratiquement une obligation d'aller passer du temps à l'extérieur. C'est très très difficile de faire une carrière scientifique au niveau professorial sans avoir fait au minimum un postdoc à l'étranger, une thèse, un postdoc ou plusieurs années dans différentes institutions à l'étranger, puis bien sûr dans les meilleures institutions. Donc ça fait un petit peu partie d'une obligation au niveau de D'accord, cursus. ouais. Que je regrette par ailleurs. Je pense elle ne devrait pas être une complète obligation parce que parfois, je suis certaine qu'on peut se former et devenir un excellent chercheur tout en restant dans la même institution. C'est vrai qu'il y a une crainte que la personne n'ait pas une ouverture d'esprit suffisamment grande, mais je suis convaincue qu'on peut obtenir cette ouverture d'esprit différemment. Mais je ne peux pas changer tout. Ça, je souhaitais faire carrière, je savais que je voulais devenir professeur, et donc j'ai suivi le cursus à peine. Pour revenir à l'intelligence artificielle, voilà, si on prend l'intelligence humaine, on va parler aujourd'hui de différents types d'intelligence. On ne se cantonne plus uniquement à ce qu'on appelle l'intelligence scientifique, on va au-delà, l'intelligence émotionnelle, artistique, et cetera. Vous, dans le cadre, voilà, de vos recherches sur l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous définissez cette intelligence? À quel cadre vous la ramenez? Alors, tout d'abord, j'aime beaucoup le fait que vous rappeliez qu'il existe entre guillemets différentes intelligences, effectivement, parce qu'on a souvent un peu cette dichotomie entre cette personne est intelligente, généralement parce qu'elle est douée en maths, et puis Ouais, c'est celle-là très un peu binaire, moins. effectivement. Je crois fermement que c'est absolument faux. On peut être très intelligent pour certaines choses et très bête pour d'autres. L'intelligence artificielle telle qu'on la voit à l'heure actuelle, c'est vrai, se rapproche le plus de cette intelligence logique, celle mathématique, celle qui est souvent évaluée principalement aussi par les tests de QI. Mais je pense qu'elle diffère énormément de l'intelligence équivalente, on va dire mathématique logique, de l'humain. Elle se base sur d'autres modes de fonctionnement. Je l'ai évoqué avant, nous développons des algorithmes d'apprentissage. Donc l'apprentissage, la capacité d'apprendre, c'est un des fondements de l'intelligence humaine. C'est bien ce qui la distingue et c'est pour ça que j'insiste sur le terme apprentissage. Je n'ai pas dit dans quel domaine. On peut être très fort à apprendre un sport, c'est une forme d'intelligence. On peut être très fort à apprendre à contrôler ses doigts pour jouer dans l'instrument, c'est aussi une forme d'intelligence. On peut être très fort à comprendre les autres, c'est une intelligence sociale. Et cette capacité d'apprendre et de comprendre, c'est ça le fondement de l'intelligence. Et qui distingue les êtres humains des autres espèces. Alors, chez la machine, malheureusement, cette intelligence, elle est assez limitée. C'est essentiellement, les machines, pour une grande part, en fait, sont des grandes bases de données. Elles ont la capacité d'apprendre, c'est le gros cerveau de l'éléphant, elles enregistrent. Et puis en plus, elles ont cette force unique de pouvoir retrouver dans cette amas énorme de données, très rapidement, une information clé qui pour nous pourrait paraître du détail. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent stocker un nombre infini de visages et puis retrouver un visage parmi d'autres en quelques millisecondes, ce qui resterait très très difficile pour un être humain moyen. Mais alors des choses toutes simples qui me paraissent absolument évidentes pour votre vie de tous les jours, donc des distinctions utiles, telles que si je vois un visage mais qu'il est accroché à l'envers au-dessus d'une porte, c'est vraisemblablement un portrait et pas une personne qui est à l'envers. La machine n'arrive toujours pas vraiment à distinguer ça parce qu'elle lui manque la logique, le contexte et cette forme de compréhension en fait, du monde qui est fondamentale chez l'être humain, qui s'acquiert effectivement au travers des années et la machine ne l'a pas. Donc quelle intelligence la machine a? À l'heure actuelle, je dirais, elle en a très peu. Mais elle a une intelligence essentiellement de logique et de base de données. Et justement, ces bases de données, comment est-ce que concrètement vous les alimentez? Enfin, est-ce que c'est de l'imitation uniquement? Ou bien est-ce que vous avez voilà, d'autres sources, on va dire, de données? Alors, il y a deux modes, dans le cadre de mon domaine, les deux modes principaux. Effectivement, si
alors là on parle des robots, hein. Lorsqu'on veut enseigner quelque chose à un robot, et qu'on sait déjà le faire en tant qu'être humain, et que le robot est accessible, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop grand, qu'il est à taille humaine, qu'il est en plus flexible, c'est-à-dire que vous pouvez en déplacer les membres comme vous le feriez d'un enfant si vous voulez lui montrer un geste. Alors c'est vrai que souvent on va utiliser le geste, c'est-à-dire qu'on va montrer au robot, que ce soit on lui montre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait la tâche et le robot nous observe au travers de la caméra et on décompose l'image de la caméra, ou alors on lui montre physiquement en le déplaçant. Pourquoi? Parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire que le robot va répliquer directement ce qu'on lui a montré. Pendant longtemps, les gens pensaient que c'était comme ça qu'il fallait résoudre le problème. Non, il y aura quand même une certaine forme d'intelligence, c'est-à-dire de généralisation. Il va comprendre derrière le geste un peu le but du geste. Est-ce que c'est le tracé du geste qui importe? Est-ce que ce sont les forces que j'applique? Est-ce que c'est simplement le point où, vous savez, où la main va se fermer qui importe, etc. Donc là, il y aura quand même une certaine forme d'apprentissage, de connaissance, de réflexion qui va être faite par la machine, de telle manière que la machine puisse faire ce qu'on appelle généralisation. Voilà, donc ça va être une des formes. On va lui donner des exemples humains. Et puis une autre manière de faire pour aussi aller plus vite en fait dans l'apprentissage, c'est qu'on va parfois utiliser la simulation. C'est-à-dire qu'on va donner au robot un monde virtuel dans lequel il va pouvoir lui chercher des solutions à son problème sans se faire mal ou faire mal aux autres. C'est-à-dire tester toutes sortes de mouvements, des fois trop rapides, des fois trop lents, où il va se casser en simulation, mais heureusement pas dans la réalité. Ça va lui permettre de lui donner une base de données de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Il va pouvoir apprendre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable de la simulation, puis ensuite l'essayer dans le monde réel. Bien sûr, le monde réel continue à être différent de la simulation, donc il devra ensuite raffiner sa compréhension de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas. Après cet apprentissage en simulation, il le fera dans la réalité. Si ça répondait à votre question, c'était un peu long. Complètement, j'apprends plein de choses. Merci beaucoup. J'ai vu d'ailleurs en préparant l'interview une des vidéos que vous aviez mises en ligne sur, je crois, c'était l'exercice du geste avec la bouteille d'eau. Et vous disiez à l'instant que le robot n'était pas forcément capable, enfin qu'il était difficile pour lui de prendre en compte son environnement, enfin son contexte. Du coup, la bouteille d'eau pleine que vous jetez à droite et à gauche, comment est-ce que le robot apprend en fait à réagir à ça? Vous faites référence aux vidéos où on attrape l'objet en vol ou bien en vol, absolument, oui. D'accord, ouais. Okay. Oui, je suis pas sûre. En 2 étapes. La première, on lui a appris par démonstration, enfin dans les 2 cas, on lui a appris par démonstration, mais on lui a appris à faire le geste en déplaçant en fait le bras du robot pour lui montrer un geste de tendre le bras et ensuite de fermer la main. Pourquoi est-ce qu'on lui a montré ça en tant qu'être humain? C'est qu'il y a quelque chose de fondamental dans la synchronisation des doigts, la fermeture des doigts et le mouvement du bras. Donc, il nous fallait apprendre en fait cette dynamique et nous avons en fait appris des lois de corrélation temporelle et spatiale que nous avons retranscrites ensuite en algorithmes mathématiques. Donc ça, c'était intéressant de comprendre comment l'être humain le faisait pour le retranscrire ensuite chez le robot. Donc il y avait cet aspect-là de simplement j'ouvre la main, je la referme, mais en même temps que le bras se déplace, il y a une synchronisation et on l'a fait là par observation de comment l'être humain arrive à le faire. Mais l'être humain n'arrive pas à attraper des objets en vol comme ça, très rarement, très très difficilement. Donc on lui a appris ça sur quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose que l'être humain arrive à faire, c'est-à-dire attraper une balle. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, maintenant, on aimerait pouvoir montrer qu'un robot, lui, une fois qu'il a compris cette histoire de geste, synchronisation qui est très forte, comme il est très rapide, il peut aller un pas plus loin. Il peut commencer à s'orienter pour un objet dont la dynamique est très complexe. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi une bouteille qui est parfois à moitié remplie d'eau? Parce que pour ceux et celles qui nous écoutent et qui connaissent un tout petit peu le principe de la dynamique, lorsque vous avez du liquide qui se déplace en fait dans un solide, ce qui se passe, c'est que la distribution de masse va changer. C'est excessivement difficile de pouvoir modéliser ça explicitement mathématiquement, bien entendu, parce que ça dépend complètement de la manière dont vous avez jeté la bouteille au départ. Si vous la faites tourner sur elle-même plusieurs fois, donc il y a une infinité de possibilités. Alors, je suis prête à parier qu'il n'y a personne qui peut écrire une équation explicite a priori. Par contre, c'est là que l'intelligence artificielle, en particulier le machine learning que j'évoquais d'entrée de jeu, peut aider, et nous l'avons exploité ainsi. Nous avons jeté différents objets dont nous avons tracé le mouvement, c'est-à-dire par mouvement, j'entends le mouvement translationnel, le déplacement en X, Y, Z, le déplacement en 3D, et puis la rotation
Et là, pensez bien qu'il y a plusieurs rotations qui peuvent se faire lorsque vous jetez une bouteille, puisqu'elle peut tourner sur elle-même de différentes manières autour de 3 axes. Nous avons mis des capteurs, nous avons des caméras extrêmement rapides qui nous permettent de détecter comment les capteurs se déplacent, donc ils peuvent détecter le mouvement de la bouteille. Nous avons envoyé chacun de ces bouteilles une vingtaine de fois, 40 fois maximum, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et puis c'est là que ces algorithmes de machine learning sont extrêmement forts, parce qu'ils arrivent à faire une prédiction excessivement précise d'un mouvement très non linéaire, qui, comme je l'expliquais précédemment, ne peut pas être écrit explicitement mathématiquement. Donc une fois qu'on avait ces algorithmes appris, à chaque fois par des démonstrations données par l'humain, mais des démonstrations incomplètes, on peut le donner à la machine et la machine arrive à faire quelque chose qu'on va dire surhumain. C'est-à-dire qu'elle est capable effectivement de prédire à une très très haute précision le mouvement d'un objet complexe et en plus de pouvoir s'aligner avec cet objet pour attraper à temps, dans les temps et de faire la main. Je voulais vous demander aussi quel était le rôle de l'erreur en fait dans cet apprentissage. C'est-à-dire, est-ce que la machine est capable de faire une erreur certainement, mais d'apprendre de son erreur et puis en fait de faire des itérations pour la corriger? Oui, donc particulièrement en simulation. Lorsque la machine doit apprendre en simulation, elle va apprendre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Et donc l'erreur est fondamentale puisque c'est là qu'elle découvre ce qui est infaisable. Donc l'erreur, pendant longtemps, nous avons pensé que c'était pas une bonne chose d'avoir des erreurs chez la machine. Nous réalisons maintenant à quel point c'est utile. Et chez l'être humain, on apprend aussi des erreurs des autres. Complètement. C'est vrai, par observation, donc ce qui revient exactement à ce que vous disiez juste avant. Je voulais vous demander un petit peu, on en était dans le paysage aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, parce qu'il y a clairement beaucoup de fantasmes. Je pense que si on fait un micro-trottoir, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont vu des films ou qui ont lu des articles qui partent toujours un petit peu dans les extrêmes. Il y a parfois de la science-fiction aussi, mais je voulais vous demander, voilà, concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et aussi où se situe la Suisse dans ce domaine en particulier. C'est une question vaste. Où nous nous situons en termes d'intelligence artificielle? La première réponse, c'est que l'intelligence artificielle est vraiment avec nous tous les jours. En tout cas, avec nous, avec beaucoup d'entre nous. Elle y est déjà depuis une dizaine d'années, par quelque chose que je suis sûre que vous avez utilisé, si ce n'est aujourd'hui, en tout cas hier, c'est un moteur de recherche sur Internet. Le moteur Google, c'est fondamentalement de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est des grandes bases de données et c'est à nouveau cette capacité de trouver de l'information dans de grandes bases de données et de vous la donner. Donc elle est là aussi dans les téléphones portables, pour la reconnaissance vocale, elle est de plus en plus dans les voitures, pour l'assistance, elle commence à entrer dans toutes sortes d'autres formes d'assistance mécanique. Donc il y en a une longue liste, la liste ne fait que s'allonger. C'est vrai qu'il y a des attentes qui dépassent en fait les capacités réelles des techniques à l'heure actuelle. Donc, il y a un petit peu un décalage de ce point de vue-là. Il y a des craintes aussi qui sont en décalage. On imagine déjà des robots tueurs, des machines qui prendraient le pouvoir. Je pense qu'on en est loin. Mais oui, il y a une... Oui, l'intelligence artificielle fait partie de notre vie, en tout cas à nous en Suisse, dans une large mesure tous les jours, et à notre bénéfice, de mon point de vue, grandement, pour toutes sortes de raisons. Mais il y a des dérives, que je peux voir aussi. Personnellement, j'apprécie assez peu lorsque je communique avec ma banque, qu'elle enregistre ma voix pour me reconnaître. Donc, je pense que la dérive qu'on voit à l'heure actuelle de certains commerciaux qui demandent une empreinte vocale pour pouvoir reconnaître leurs clients, alors que c'est pas nécessaire, est quelque chose que je regrette. Et je pense que c'est la porte ouverte à peut-être plus d'erreurs, puisque je pense véritablement qu'il est plus facile de prendre un enregistrement de quelqu'un à l'heure actuelle et de se faire passer pour la personne que ça l'était avant, puisqu'il y en avait quand même un être humain qui était capable de distinguer entre le vrai et le faux par un simple exercice de logique. Mmh. Est-ce qu'on pourrait envisager justement des robots 100% autonomes qui prennent des décisions, alors on va dire bienfaisantes ou malfaisantes, pour caricaturer un petit peu, mais est-ce qu'on peut envisager à terme des robots qui soient vraiment totalement indépendants? Alors oui, bien sûr. Bon, pour moi, un robot totalement indépendant, totalement autonome, c'est vraiment un robot qui est devenu un agent à part entière. C'est-à-dire qu'il décide le matin de se brancher ou de ne pas se brancher, il décide le matin de sortir de son garage et puis d'aller rouler jusqu'à Neuchâtel, c'était une voiture. Donc, c'est ça l'autonomie, c'est bien celle qu'on donne quand on a 18 ans. C'est la capacité de décision et de vivre sa propre vie.
pense pas que quand on parle de l'autonomie des machines, c'est ce qu'on a en tête. On pense plutôt à une machine qui reçoit quand même un ordre, mais qui ensuite l'exécute. Et alors, si c'est cette autonomie dont on parle, il ne faut pas oublier que c'est une semi-autonomie, puisqu'il y aura quand même quelqu'un qui aura donné un ordre. Et cette personne-là, normalement, sera toujours à même de donner un contre-ordre. En termes d'être force de proposition ou force d'action, ça, on peut tout de même l'envisager. Pour certaines choses, oui. L'envisager, le désirer parfois, puisque les robots peuvent réagir plus vite. C'est un peu l'espoir avec certains véhicules autonomes, c'est qu'ils puissent réagir à un obstacle soudain, comme un enfant qui court sur une route et puis s'arrêter plus vite que l'être humain le ferait. Puis c'est l'espoir, parce qu'on n'y est pas. Effectivement, j'allais dire, ça a posé quand même beaucoup de questions de responsabilité. On l'a vu dans les médias il y a quelques temps encore. Mais justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un cadre légal qui est vraiment très clair là-dessus ou est-ce que c'est encore du flou? Non, très clair, non. Alors, il y a des ébauches de cadres légaux, il y a des gens qui travaillent à étendre le cadre légal au niveau de la Commission européenne en tout cas. Qu'est-ce qu'il existe à l'heure actuelle? Le plus simple, c'est de décharger en fait la responsabilité sur l'utilisateur, c'est ce qui est fait de manière régulière, ou aussi sur le vendeur. Sur l'utilisateur en faisant tout un très long document que l'utilisateur est censé avoir lu et se souvenir en temps réel, qui lui donne la responsabilité en tout temps d'avoir les mains sur le volant, de s'assurer qu'il puisse freiner en tout temps, par exemple, ça peut être autonome. Mais je n'aime pas du tout ce genre de contorsion du cadre légal, parce que finalement on donne une responsabilité à l'humain qu'il n'a plus vraiment d'un point de vue quasi pragmatique. Un exemple que j'aime bien toujours donner, c'est les drones militaires qu'on envoie et puis qui portent certainement des bombes potentiellement. Alors d'accord, oui, on a donné l'ordre qu'il doit aller déposer une bombe dans un endroit dans le monde. Il y a quelqu'un aux commandes derrière, il y a quelqu'un qui suit le tracé du drone, qui vérifie que le drone approche bien du target, qu'il y a un retour d'image. Mais tout ça, ça se fait très lentement. Ça se fait à la seconde, à la demi-seconde. Je peux vous dire qu'en une seconde, un drone, il a survolé beaucoup de choses. Le temps de réaction étant tellement long, et on peut mettre la responsabilité sur le pauvre soldat qui n'aura peut-être pas appuyé au bon moment. Mais ça me paraît un petit peu injuste. Donc à un moment donné, c'est la même chose pour le conducteur automobile auquel on dit, voilà, écoutez, vous avez une voiture qui peut rouler pour vous. Alors dès le moment où on lui dit ça, je veux dire, ça veut dire qu'on le libère du besoin de conduire, puis en même temps on lui dit, mais alors vous savez, il faut être attentif à tout moment. Comme se concentrer. Je veux dire, c'est un peu paradoxal, je veux dire, c'est contradictoire. Enfin, l'être humain ne va pas réagir comme ça. On sait que l'être humain ne va pas réagir comme ça. Donc on lui demande en fait des choses qui ne sont pas naturelles. Et sur le plan du travail, je crois qu'on va conclure sur cette question. On en discutait juste avant que je commence à enregistrer, mais voilà, certaines études et articles qui sont carrément un peu anxiogènes et qui créent toujours le débat ont comme sujet la fin du travail humain au profit de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des questions comme est-ce qu'on va être remplacé par des robots? Est-ce que les machines deviendront plus intelligentes que nous? Est-ce que je vais perdre mon travail car un robot va le faire? Voilà, tout un tas de questions anxiogènes. À l'heure actuelle, en 2020, qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, certains travaux vont disparaître, c'est vrai. Les premiers qui vont disparaître sont les travaux où les gens sont traités comme des machines, des travaux extrêmement répétitifs, parce que c'est très facile d'idolâtrer les machines. Je pense absolument pas qu'on va tous perdre notre travail, non. J'ai grand espoir qu'au contraire, ça va améliorer la vie de manière générale. Ça va réduire les tâches journalières pénibles et répétitives, et que ça va nous donner peut-être plus de temps, en réduisant aussi le temps qu'on passe au travail, parce que c'est ce qu'on a fait depuis un siècle, j'espère qu'on va continuer dans cette lignée, en donnant plus de temps pour autre chose. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il y a une différence entre une différence entre être actif et puis être rémunéré. C'est-à-dire, si on avait une rémunération suffisamment pour vivre, si on avait suffisamment pour vivre sans rémunération, je suis sûre qu'on s'occuperait tous, on ferait plein de choses. Donc c'est pas ça le problème. C'est le problème de courir parfois derrière un travail qui prend des heures et des heures, qui est très pénible, qui plus est bizarrement, plus il est pénible, moins on gagne de l'argent. Je crois qu'on est arrivé à une croisée de chemin. Il est peut-être temps effectivement qu'on cède de machines qui nous allègent le travail, mais que ce ne soit pas avec les répercussions que vous avez évoquées, qui sont que les personnes se retrouvent sans rémunération, parce que c'est ça qu'on sous-entend par la perte de travail. Et c'est ça qui me pose un problème, et
pour laquelle j'aimerais bien que la société prenne du recul et réfléchisse à ça, et ça revient aussi à toute la grosse question de la distribution des ressources à la base. Alors, je ne prône pas le communisme avec un salaire minimum pour tout le monde, c'est d'autres extrêmes, mais je pense qu'on peut aussi faire un entre-deux, un compromis entre les deux aspects. Et vous avez l'impression que le monde académique et peut-être le secteur privé alors j'allais dire se rejoignent certainement pas encore, mais tout du moins collaborent dans cette réflexion, enfin cette croisée des chemins, vu que les objectifs sont peut-être pas tout à fait les mêmes? Non, je pense que, à ma connaissance, ils ne discutent jamais de ces choses, en tout cas certainement pas dans le monde scientifique. Mais c'est d'ailleurs, ça ne m'étonne pas, parce que je ne pense pas que ça appartient aux scientifiques d'en discuter. Je pense que ça appartient aux politiques d'en discuter avec les industriels. C'est un problème de société. C'est pas un problème de la science. La science est ici pour répondre à des questions et pour faire des avancées technologiques. Les politiques sont là pour s'assurer que ces transformations sociétaires qu'ils souhaitent, puisqu'on donne de l'argent à la science, elles ne se fassent pas au détriment d'un certain nombre de principes fondamentaux qui gèrent nos pays. Absolument. Et je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci 1000 fois. Merci à vous. C'était un plaisir. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Aude, pour votre participation. Pour en savoir plus sur le laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage de l'EPFL et découvrir ainsi les vidéos mentionnées dans cet épisode, vous pouvez consulter le site lasa.epfl.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.